Bonjour, bonsoir en fait à toutes et tous. On est très heureuse d'ouvrir le lancement de notre ouvrage, Daniela et moi. Donc je vais nous présenter rapidement. Daniela Hempel et moi, Sastaer, sommes doctorantes au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Et on est pour Daniela en co-tutelle avec l'Université de Nantes et moi en co-direction avec l'Université de Genève. On est également, au-delà de nos affiliations néo-québécoises et respectivement de citoyenneté allemande et de citoyenneté suisse, et ayant été socialisés dans différents contextes, on a donc des regards par rapport à la société québécoise qui sont autant internes qu'externes. Donc on a une série de remerciements à adresser. Et je vais aller assez rapidement. On remercie l'ensemble des 16 auteurs qui ont contribué à cet ouvrage. Et donc c'est avec beaucoup d'émotion qu'on fête cela aujourd'hui avec eux, pour certains virtuellement. On les remercie de nous avoir fait confiance et d'avoir embarqué dans cette aventure de plus de 3 ans. On remercie également nos 19 partenaires pour lesquels on a obtenu un soutien financier pour l'ouvrage, mais également pour le premier projet qui a été le cycle de conférences Les défis du pluralisme. Et donc, j'ai pas le temps d'énumérer la liste des partenaires, mais ils sont à la 2e page interne du livre et affichés là. Ok. Un grand merci aux presses de l'Université de Montréal, à sa directrice d'édition Nadine Tremblay et à toute son équipe, à Monsieur Lomomba Emongo, directeur de la collection Pluralisme, dans lequel on a publié. Merci sincèrement de tout votre travail, d'avoir cru et d'avoir soutenu avec autant de motivation ce projet. Un grand merci également à nos proches, amis, familles, collègues. Merci à la clique montréalaise, elle se reconnaîtra, et à ceux et celles qui, loin des yeux, ont pourtant été présents à chaque instant dans la conception de cet ouvrage. On remercie pour finir nos deux discutants qui sont à la table avec nous et qui ont bien voulu accepter notre invitation. Donc à ma droite, Chantal Maillet, professeure à l'Institut Simone de Beauvoir de l'Université Concordia, et à ma gauche, Christian Nadeau, professeur de philosophie à l'Université de Montréal. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons prendre quelques minutes avec Daniela pour présenter les grandes lignes de l'ouvrage. Nous allons ensuite avoir un échange avec nos deux discutants et nous ouvrirons la discussion à la salle. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, alors on va commencer par une petite présentation de l'ouvrage, juste très brièvement, pour avoir un peu plus de temps pour les questions après. Alors, le point de départ de cet ouvrage, ça a été un développement qu'on observe de nos jours dans plusieurs de nos démocraties libérales en Europe et en Amérique du Nord. Donc d'un côté, il y a une pluralité qui est accompagnée de plus en plus par des demandes d'aménagement, d'inclusion, de reconnaissance, qui sont formulées par plusieurs groupes sociaux et qui se déploient sous différentes formes. Et d'un autre côté, on a en même temps des contestations, donc de la part d'acteurs politiques et sociaux qui ne soutiennent pas ou qui s'opposent ouvertement à ces différentes causes. Donc c'est un développement qui est aujourd'hui très visible dans la montée en popularité de partis populistes, dans différents mouvements de la société civile, dans la droitisation de l'Europe, dans le contexte québécois pré- et post-électoral évidemment, etc. Avec les résultats qu'on peut de nos jours observer des divisions profondes entre ces groupes, ce qui mène à une polarisation croissante des débats et souvent même au niveau politico-juridique, également à un rétrécissement de l'espace accordé à la diversité. Donc, en cherchant à comprendre ce développement, il y a 2 constats plus spécifiques qui nous ont interpellés et qui ont donc inspiré cet ouvrage et le cycle de conférences aussi avant. Donc, premièrement, les débats publics et académiques sur le pluralisme s'intéressent souvent à un problème particulier ou à la gestion d'un type de diversité spécifique, ce qui est nécessaire sans doute. Par contre, selon nous, il est important également d'aller au-delà et de s'intéresser simultanément à différentes formes de pluralité pour bien saisir de quelle façon les défis du pluralisme sont co-constitués et pour bien saisir comment on peut réaliser une société réellement pluraliste.
Donc, car les débats sont interalliés, d'abord, sont difficilement dissociables, et il arrive même qu'une forme de diversité et sa défense soit instrumentalisée contre une autre. Donc, un premier but de l'ouvrage a été de trouver des pistes de solutions, entre guillemets, qui répondent à l'enjeu global d'une société pluraliste et aussi de susciter une prise de conscience de cette interconnexion et des risques aussi de porter préjudice à un type de diversité en tentant d'accommoder un autre. Et deuxièmement, on peut observer également dans les débats que les débats présentent des parallèles en fait, qui apparaissent au-delà des différentes formes de diversité, ou aussi dans toutes nos démocraties libérales. Donc on a identifié deux types de processus qui sont liés. Donc on peut par exemple identifier un processus de réification de certains groupes comme blocs plus ou moins homogènes, qui correspondent guère à la réalité, déjà parce que la variété interne est négligée très souvent. Et il y a une tendance à assigner des individus à un groupe donné, par contre, sans savoir s'y identifier également eux-mêmes, et en omettant la multiplicité de leurs appartenances. Et de plus, on voit, c'est le deuxième processus qui est lié, que la recherche d'une façon d'aménager la diversité provoque souvent dans nos démocraties libérales, à un moment donné, un retour vers l'unité, donc un retour vers les éléments qui tiennent ensemble cette société. Donc cette recherche d'une définition du nous, elle s'accompagne par la construction simultanée de différentes catégories d'autres. Donc on peut penser aux immigrants, aux musulmans, aux dites femmes voilées, etc. Donc des constructions qui ont souvent relativement peu de lien avec la réalité, mais un impact quand même tangible sur ceux qui se trouvent classés entre guillemets du mauvais côté. Donc car c'est sur la base de cette frontière entre nous et les autres qu'on dénie à ces autres certaines caractéristiques et comportements considérés comme propres à la dite vraie communauté et aux valeurs de la société libérale et occidentale. Et c'est ces groupes-là qui sont alors construits comme une menace pour ces fondements libéraux et comme un problème pour les vivre ensemble. Ça peut avoir toutes sortes de conséquences. Ça peut conduire à des divisions entre les inclus et les exclus, à des constructions de formes de diversité acceptables et non acceptables, et à des politiques également qui établissent une asymétrie dans la possibilité de bénéficier des droits et libertés individuelles. Donc bref, le deuxième but de l'ouvrage est d'analyser de façon plus systématique ces types de dynamiques dans différentes démocraties occidentales et des façons d'y répondre. Donc la question qu'on se pose est de savoir dans cet ouvrage, c'est de savoir comment les sociétés démocratiques visent et peuvent répondre à la construction des formes de diversité comme un problème. Donc on regarde d'une part à quel moment et comment ces différentes figures de l'autre sont construites et cherchons à comprendre les tensions qui en résultent. Et de l'autre côté, nous analysons les mesures, enfin quelques mesures et politiques mises en place à date par différentes sociétés occidentales, démontrant ce qui pose problème et proposant quelques pistes pour mieux aménager la diversité. Donc c'est ça ce qui va vous présenter en détail la structure du livre et la méthodologie. Donc notre ouvrage il s'inscrit dans le champ de la théorie politique et il regroupe les analyses de chercheurs qui sont pour certains dans la salle, qui proviennent d'horizons géographiques ainsi que de champs disciplinaires variés, mais qui travaillent tous sur les enjeux reliés au pluralisme. Et donc l'ouvrage se concentre sur les démocraties libérales occidentales, c'est voulu, et ce choix se justifie notamment par le fait que malgré leur insistance sur le fait d'être justement libérales, modernes, démocratiques, ces sociétés ne parviennent pas pour autant à éviter des représentations sociales, des discours stigmatisants, ainsi que des mesures politiques et juridiques contraignantes, voire discriminatoires et racistes à l'égard de certaines catégories de la population. Elles sont donc à risque de transgresser, et c'est peu de le dire, leurs propres principes libéraux. Et donc, sans chercher à nier les différences multiples et évidentes entre ces sociétés libérales, autant européennes que nord-américaines, il nous semblait pertinent, intéressant en tout cas, de les mettre en parallèle, d'analyser leurs modèles, leurs pratiques et leurs expériences en matière d'aménagement de la diversité. Je vais aller un peu rapidement, mais donc par rapport à la structure, pour répondre à la problématique et aux deux sous-questions qui ont été mentionnées par Daniela, l'ouvrage est structuré en deux parties.
Donc, dans la première partie, l'analyse cible 3 types de diversité parmi d'autres qui peuvent être présents dans les sociétés plurielles et pluralistes. Donc, le premier axe aborde les rapports entre majorité et minorité au sein d'un État ou d'un territoire donné. Donc, les auteurs s'appuient dans leur argumentation sur les conceptions de la nation, du peuple, de la culture ou même de la langue. Et donc, dans ce cadre, le premier article de Teyake Alfred s'intéresse à l'enjeu des réarticulations identitaires des communautés des Premières Nations dans un contexte colonial canadien. Un second article de Gérard Bouchard aborde la question des majorités culturelles et du rôle des mythes comme construits sociaux en contexte pluraliste. Puis un troisième article de Michel Seymour qui porte sur la possibilité de la reconnaissance des minorités dans le cadre d'une nation elle-même minoritaire. Le deuxième axe soulève la question du pluralisme religieux et du principe de laïcité. Donc dans cet axe, l'article de Jean Bobéro analyse la tension entre le pluralisme et le besoin de, je le cite, « faire société » à partir d'un cadre théorique qu'il nomme comme seuil de laïcisation. Celui de l'article donc ensuite de David Coussant aborde les modalités d'émergence des représentations sociales et collectives de la laïcité. Et pour finir, un article de Valérie Amirault qui s'intéresse à la question de l'expérience citoyenne quotidienne du pluralisme religieux dans les espaces urbains. Pour conclure cette première partie, le troisième axe porte sur la relation entre pluralisme, féminisme et rapport de genre. Ryo Chang ouvre la section avec un article portant une réflexion sur les rapports entre les injustices structurelles et épistémiques et leur rapport avec la conception de l'émancipation des femmes. Et nous avons également l'article de Naïma Amrouni qui analyse les différentes formes de sous-représentation des femmes et des minorités racisées dans les institutions politiques. Donc après avoir parcouru séparément plusieurs débats ciblés sur les différentes formes de pluralité, dans la deuxième partie de l'ouvrage, les auteurs cherchent à lier ces enjeux les uns aux autres pour déterminer quelles réponses politiques transversales peuvent être apportées aux phénomènes observés. Donc les auteurs du quatrième axe s'interrogent sur les fondements des communautés politiques en étudiant la compréhension de la citoyenneté, les principes jugés appropriés pour garantir le vivre ensemble dans des communautés politiques plurielles et les différents modèles d'intégration qui en découlent. Ces questions vont être examinées dans un article par Myriam Hachimi Alaoui et Janie Pelabé à partir du contrat d'accueil et d'intégration en France, mais également sous la plume de Matteo Gianni à partir du cas de l'intégration des populations musulmanes en Suisse. Par la suite, dans le cinquième axe, il s'agira donc de comprendre comment la question du rapport entre l'intégration politique et le pluralisme, ainsi que les conceptions du citoyen et des communautés politiques respectives, se reflètent dans le cadre de l'éducation civique. Donc dans ce contexte, on a un premier article de Harry Brighouse qui discute de la place des écoles religieuses au sein des démocraties libérales. On a également l'article de Victoria Costa qui porte une réflexion sur l'éducation civique cosmopolite. Finalement, et c'est le dernier axe, il y a la question du pluralisme. La question du pluralisme amène les auteurs donc à s'intéresser à un projet à vocation cosmopolite qui dépasse les frontières nationales, donc l'Union européenne. Et donc en ce sens, on a un premier article de Céline Romainville qui porte sur le pluralisme constitutionnel dans l'Union européenne, et un dernier article qui boucle l'ouvrage d'Arnaud Leclerc qui soulève, qui s'interroge plutôt sur l'Europe en tant qu'union démocratique transnationale. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Est-ce que... Ouais. Je voudrais commencer tout d'abord en remerciant les deux éditrices de l'ouvrage, les deux responsables, Daniela et Saz, pour cette invitation et pour avoir organisé ce débat. Je ne suis pas étonnée qu'il y ait autant de gens qui se soient déplacés pour discuter parce qu'il y a quand même un timing qui est incroyable dans la sortie de cet ouvrage et je pense que, bon, en fait, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, on ne peut pas ne pas en parler. Et donc, dans mon commentaire, je souhaite montrer l'immense intérêt que présente cet ouvrage à ce moment-ci, alors que ressurgissent ces éternels débats sur l'autre dans le contexte québécois.
Et je pense, et pour avoir lu l'ouvrage, je suis même convaincue qu'on y trouve des clés importantes, des idées pour réfléchir et mieux saisir les enjeux du débat qui continue au Québec sur le port des signes religieux. Dans une entrevue accordée au Devoir la semaine dernière, le philosophe Étienne Balibar commentait l'engagement de François Legault, ça c'est l'éléphant, à prendre moins d'immigrants en rappelant les deux types d'argumentaires qui allaient être utilisés. Le premier, de type xénophobe, de plus en plus puissant. De ce côté, l'obsession n'a rien à voir avec les nombres, c'est l'obsession selon laquelle les gens qui viennent de l'extérieur constitueraient un poison pour la société et la civilisation. C'était le même discours, nous rappelle Balibar, contre les Juifs, les Italiens, les Latinos, et puis le Québec n'a pas échappé à ça. C'est purement et simplement la projection d'une espèce de folie ou d'angoisse devant l'autre. Et dans l'analyse de Balibar, il fait état aussi d'un autre type de raisonnement, celui des intellectuels, des militants, selon lequel on ne peut pas se permettre d'accueillir davantage d'immigrants car ils vont déstabiliser l'économie. Ça, c'est la nouvelle affaire. Donc, nous vivons en ce moment une période de développement économique dans laquelle les valeurs humaines sont écrasées, dans laquelle la précarité est en train de devenir la norme pour un très grand nombre de gens. Et le débat, donc, sur l'autre prend place dans ce créneau-là. Comme on peut le lire sur la couverture de l'ouvrage « Les défis du pluralisme », la pluralité est souvent présentée comme un problème dans les discours publics, bien qu'elle soit caractéristique de l'ensemble des démocraties libérales. Bon, ça, en fait, on le savait un peu déjà. Mais les questions qu'on peut se poser, c'est donc de cet ordre. Comment des personnes ordinaires, qui ont des vies ordinaires, apparaissent-elles soudainement comme des personnes menaçant un certain ordre des choses? Quels sont les processus par lesquels ces personnes ordinaires sont reconfigurées en danger identitaire ou sécuritaire? Question. J'ai trouvé à la lecture de cet ouvrage beaucoup de matière pour alimenter un débat qui n'est jamais apaisé ni serein et qui se tient au Québec comme à bien d'autres endroits. Ce débat n'est jamais apaisé car les braises qui l'alimentent ne se satisferont jamais d'un encadrement légal, quel qu'il soit. Le problème est ailleurs, il est dans cette vieille idée d'un monde d'État-nation, forgé au mérite, dont la richesse serait le corollaire du travail. Un monde à préserver, mais qui serait menacé par des mouvements migratoires frénétiques. En un mot, le carburant des débats sur le pluralisme dans les sociétés libérales se trouve dans la volonté de préserver cet ordre politique, mais aussi les privilèges de ceux et celles qui sont en bonne position dans cet ordre politique. D'une certaine façon, il apparaît plutôt dérisoire de penser que le débat s'apaisera avec plus ou moins de signes religieux dans la sphère publique. L'ouvrage permet de faire des allers-retours entre des textes plus théoriques et l'analyse des politiques et du droit. Donc, en ce, il est très complet. Plusieurs des textes font référence et approfondissent le débat sur la Charte québécoise qui s'est tenue en 2013 et qui, n'a pas été complété. Alors, quels sont les éléments que j'ai trouvés dans l'ouvrage qui permettent donc peut-être de générer de nouvelles idées ou d'envisager peut-être des façons de contribuer au débat qui ressurgit en ce moment au Québec? Dans sa préface, Charles Taylor vient nous rappeler que l'une des menaces sur lesquelles il faut continuer de réfléchir, c'est celle de l'exclusion. Il s'agit d'une gamme de défis et de dilemmes qu'affrontent la majorité des pays occidentaux et il nous rappelle que c'est ce qu'on va trouver dans les analyses et contributions de l'ouvrage, donc des réflexions sur les mécanismes qui sont derrière cette idée d'exclusion. Dans leur introduction, les responsables Daniela et Saaz sont bien sages. Elles nous posent également des questions importantes. Comment la pluralité est-elle construite comme problème? Elles partent du constat que l'accommodement ne peut être pris pour acquis et elles nous montrent que la diversité est souvent jugée responsable de maux sociétaux, politiques et économiques. Qui sont les autres? Comment sont-ils construits et représentés?
Les auteurs écrivent bien justement à ce sujet. De nos jours, la pluralité ethnoculturelle et religieuse est souvent considérée comme menaçante et cherchant à empiéter sur les valeurs, les principes et les idéaux modernes perçus comme propres au monde libéral occidental. En construisant l'autre comme une menace, en s'obstinant à penser qu'il ne se conforme pas aux standards démocratiques et modernes, en le percevant comme un marginal qui n'accepte pas les normes libérales, les sociétés qui se veulent pluralistes participent à cadrer la diversité comme un problème et comme un défi au vivre ensemble harmonieux qu'elles se donnent pourtant comme mission de réaliser et d'assurer. Et c'est toujours donc le propos de nos deux directrices d'ouvrage dans l'introduction. Elle nous explique que la problématique de l'ouvrage découle de la question du savoir comment traduire le fait du pluralisme en politique. Par quels moyens les sociétés démocratiques visent-elles et peuvent-elles répondre à la construction de la diversité comme un problème? Et elle nous donne donc un ensemble de pistes pour faire face à cette situation. D'une part, il y a le regroupement interdisciplinaire. Donc, l'ouvrage fait le travail de regrouper des analyses de chercheurs, chercheuses provenant d'horizons variés et de disciplines variées, des gens de la Sciences Po, des gens de la philo, de la socio, de l'histoire et du droit. Il y a aussi des études de cas qui se concentrent sur des démocraties libérales, le Canada évidemment, le Québec, mais aussi les États-Unis, plusieurs pays d'Europe et de l'Union européenne. Donc, en soi, ça ajoute une dynamique comparative qui n'est pas inintéressante. Les responsables de l'ouvrage justifient les choix donc des textes par le fait que, disent-elles, malgré leur insistance sur le fait d'être libérales, modernes et démocratiques, ces sociétés ne réussissent pas toutes à éviter dans leur gestion de la diversité des représentations sociales et des discours stigmatisants ainsi que des mesures politiques et juridiques contraignantes. Elles sont donc à risque de transgresser leurs propres principes libéraux. Elles nous disent qu'il peut y avoir un décalage significatif entre la bonne volonté de principe d'aménager la diversité et les façons multiples de la mettre en pratique. C'est ce paradoxe qui a interpellé tous les auteurs qui ont contribué à l'ouvrage. Je vais en sauter un petit bout là, parce que en fait, j'avais aussi identifié pour chacune des parties de l'ouvrage des éléments qui ont été un peu rappelés dans l'introduction des directrices de l'ouvrage. Je vais peut-être en venir à ma conclusion. Je veux souligner combien les contributions à cet ouvrage valent la peine d'être lues, car ensemble, elles fournissent certaines clés de lecture pour comprendre les enjeux et événements susceptibles d'activer la perception de la diversité comme problématique. On peut citer les stéréotypes, les perceptions et les angoisses erronées à l'égard de ces figures de l'altérité qui sont construites, entretenues et véhiculées dans la société, notamment dans la culture majoritaire ou dans la communauté d'accueil. Il y a aussi des textes qui évoquent cette peur de l'autre et ses mécanismes. Et des problèmes évoqués dans des textes aussi qui parlent qui ont des propos sur les amalgames, la polarisation des débats publics, comment les stéréotypes se consolident, comment expliquer le fossé entre le « eux » et le « nous », et donc également des textes qui suggèrent des réponses politiques qui peuvent être apportées à l'ensemble de ces questions. Je termine en lançant peut-être une question à Daniela et Saaz. J'aimerais les entendre nous expliquer comment cet ouvrage peut nous aider à lutter contre la peur de l'autre et construire des solidarités par-delà les frontières. Comment cet ouvrage peut-il faire également une contribution au débat qui s'amorce sur le projet de loi sur la laïcité, annoncé donc par le nouveau gouvernement? Merci. Alors, je remercie également les directrices de ce collectif qui est effectivement très intéressant et dont je conseille vivement la lecture. Mes remarques seront un peu d'un autre ordre parce que je ne voudrais pas répéter ce qui a déjà été dit et j'en profite pour m'excuser puisque on nous avait demandé de vous prévenir un peu de la nature de nos questions et là, comme presque tout ce que j'avais préparé a été dit, je vais formuler mes remarques sur un autre aspect des choses.
je crois qu'il y a quelque chose qui, sans dire que l'ouvrage est incomplet, bien sûr, c'est plutôt une proposition peut-être pour une suite, un deuxième volume. Je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas à l'avant-plan et qui me semble mériter réflexion, c'est toute la dimension socio-économique du pluralisme. On insiste beaucoup sur des mécanismes institutionnels d'intégration, sur la question de l'identité, sur des questions de reconnaissance, etc. Mais ce qu'on ne voit pas très bien, c'est comment des considérations socio-économiques vont influer sur ce débat et modifier le type d'analyse qu'on peut en avoir. Et la première réponse à laquelle on pourrait penser, c'est que si il y a une construction de l'autre comme une altérité radicale à laquelle on ne peut pas s'identifier, etc., c'est parce que nous ne sommes pas suffisamment munis d'informations, de connaissances. Bref, il y a un certain nombre de carences qui peuvent être liées à des considérations socio-économiques. Ce serait un premier élément de réponse. Malheureusement, ce qu'on peut voir, enfin malheureusement, c'est que l'argent ne change pas nécessairement la qualité de la perception par rapport aux relations avec autrui. Loin s'en faut. On voit bien que ce n'est pas parce qu'une personne est plus riche ou plus pauvre qu'elle est nécessairement elle a moins de préjugés. Si l'argent apportait l'intelligence, alors ce serait un peu plus connu. Mais ce qu'on peut voir par contre, c'est que me semble-t-il, et c'est là où je poserai la question, ces considérations socio-économiques sont déterminantes quant au mécanisme de résistance de la part des personnes qui sont visées par des politiques ou par des discours publics ou par des instrumentalisations à des fins électorales et autres de certaines considérations identitaires. Et ces personnes ces personnes qui subissent ces affronts vont se trouver en quelque sorte démunies. Pas nécessairement démunies parce qu'elles sont plus pauvres, mais parce que les ressources à leur disposition sont moins effectives. Je pense par exemple au sous-financement des organismes de protection des droits. Là évidemment, c'est le président de la Ligue des droits et libertés qui vous parle ici. C'était ma parenthèse de publicité, mais c'est vrai de l'ensemble du milieu communautaire, c'est vrai par exemple d'organisations qui visent à aider les personnes immigrées. C'est vrai à l'égard des personnes qui vont faire un travail communautaire sur le terrain, qui n'est pas simplement un travail, disons, économique et social, mais qui est aussi un travail de relation à autrui, et ainsi de suite. Donc, l'ensemble de ces organisations se trouvent sous-financées, et donc les personnes qui pourraient en bénéficier se trouvent aussi dans une situation difficile. L'autre problème qu'on pourrait voir, c'est que les moyens aussi qui sont donnés à la disposition d'une véritable éducation. On parlait du texte de Brighouse, c'est très intéressant quand on le lit, mais en même temps ce qu'on voit c'est que malheureusement les moyens dont on dispose pour véritablement faire une formation adéquate et avoir un discours public qui a une résonance, parce que même si le discours public est intelligent, encore faut-il qu'il puisse être entendu, et pour qu'il puisse être entendu, ça suppose là encore des moyens très effectifs. Donc là, il me semble y avoir un problème. Donc c'est les conditions structurelles, si vous voulez, qui vont avoir un effet sur la réception de ce débat. Or, la manière dont il est posé, très souvent, et je ne le dis pas simplement pour votre livre, je le vois la plupart du temps, on en fait comme si c'était quelque chose comme un débat qui serait de droits et libertés civiles, et où les droits sociaux n'auraient absolument aucun impact. Or, ils sont interreliés et il est absolument possible de les dissocier. Je pense que c'est quelque chose qui mérite réflexion. Je pense aussi que votre livre signale un très important problème de nos sociétés contemporaines, c'est l'érosion graduelle des mécanismes de contre-pouvoir. Et là, j'entends pas simplement les mécanismes de contre-pouvoir dont je viens de parler, c'est-à-dire par exemple des organisations ou des éléments économiques qui pourraient favoriser socio-économiques qui pourraient favoriser ces contre-pouvoirs. Je pense même sur le plan institutionnel, c'est-à-dire que par exemple au Québec, pour reprendre cet exemple puisque c'est quand même notre situation, bon nombre des mécanismes institutionnels dont nous pourrions d'une certaine manière être fiers parce qu'ils existent, d'accord, se trouvent dans une situation extrêmement difficile, voire sont ignorés par la population québécoise, de sorte ils sont présentés par l'élite politique et économique comme étant des espèces de jouets dispendieux.
Je pense par exemple à la Commission des droits de la personne. Quand on regarde, on a beaucoup parlé de la Commission des droits ces derniers temps, mais il faudrait quand même se rendre compte que si la Commission était pensée dans des mécanismes plus adéquats, reste à savoir lesquels, si aussi elle pouvait bénéficier du soutien qu'elle devrait avoir, peut-être nous n'en serions pas là. Mais on peut le voir aussi de d'autres instances, qui vont jouer un rôle extrêmement important et qui vont être ignorées et dès lors marginalisées jusqu'à considérer que ça ne vaut plus la peine. Ça m'amène à mon dernier point. Ce qui m'inquiète, moi, au final, c'est que la manière dont on en parle, bien sûr, ça a quelque chose de... On parle de sociétés comme celle que nous connaissons en Europe ou ici. Nous n'avons pas quelque chose qui est l'équivalent de la violence qu'on peut retrouver dans des sociétés autoritaires. Il n'en demeure pas moins qu'une société comme la nôtre se croit immunisée des formes d'autoritarisme politique parce que précisément les mœurs seraient soi-disant plus policées, ce dont on peut douter, mais aussi parce qu'on pense qu'il y a suffisamment une stabilité politique pour empêcher de telles dérives. Or, les victimes de ces défis du pluralisme, c'est-à-dire celles qui se retrouvent malgré elles polarisées dans des débats ou qui doivent porter un combat qu'elles n'ont jamais demandé à porter, d'accord, eh bien ces personnes subissent cette violence de manière très profonde, d'accord. Il ne faudrait pas, parce que c'est, comment je veux dire, l'échantillonnage de ces personnes qui subissent donc ces violences est moins flagrant ou moins visible que lorsque nous faisons face à des sociétés répressives, croire que pour ces personnes, elles le vivent de manière, disons, minime. C'est quelque chose qui perturbe une vie. Or, si nous sommes dans un état de droit, nous ne devrions pas considérer que les personnes qui subissent de tels affronts ne sont que les victimes collatérales. Si un droit est un droit et que toute personne a un droit, alors nous devons le faire respecter, quel que soit le nombre. Et le problème avec l'expression, par exemple, des minorités, c'est que justement, d'emblée, ça induit l'idée selon laquelle ce sont en quelque sorte des victimes collatérales. Et ça, c'est quelque chose qui m'apparaît extrêmement important. C'est-à-dire, à partir du moment où on considère certains groupes comme étant minoritaires ou comme étant, disons, devant s'opposer face à une identité qui serait celle de la majorité, alors on réduit en fait leur valeur à leur nombre. Ce qui, moi, m'apparaît extrêmement problématique. Si on est dans une perspective de droits humains, alors qu'il s'agisse d'une personne, d'une dizaine, d'une centaine ou d'une communauté, alors nous avons un très sérieux problème. Et c'est pour ça que les institutions doivent réagir. Or, il y a des défaillances institutionnelles qui sont elles-mêmes liées à ces mécanismes socio-économiques dont on parlait. Et au final, moi, quand je regarde évidemment ce qui se passe au Brésil et ailleurs, bien sûr, on ne peut absolument pas faire aucune comparaison. Mais ce qui m'effraie, c'est toujours la manière dont on se croit à l'abri dans des sociétés comme les nôtres de telles dérives autoritaires. Et surtout de supposer que nos dérives autoritaires, puisqu'elles sont sans commune mesure avec celles qu'on peut voir ailleurs, sont dans ce cas-là, voilà, acceptables. Elles sont l'effet disons, d'hasard malheureux ou simplement de friction qu'on aurait voulu éviter, etc., etc. Mais à partir du moment où on y voit des violations de droits, alors nous devrions les voir comme telles et considérer que ce sont des violences qu'il faut absolument combattre. Et pas simplement du point de vue des institutions de l'État, mais aussi comme société. Je termine vraiment là-dessus. Pour moi aussi, un des défis de ce que vous appelez les défis du pluralisme, c'est l'intériorisation sociale de l'importance de ces débats. Lorsque la polarisation dont vous parliez tout à l'heure fait en sorte que justement je m'oppose à quelque chose, mais tout simplement parce que j'y suis extérieur, je projette comme étant extérieur, fait en sorte qu'il y a une double marginalisation. Il y a une auto-marginalisation de l'individu qui considère que de toute façon il peut pester contre un groupe donné, mais de toute façon ça n'aura pas d'effet selon lui parce qu'il est extérieur à ça, il est purement spectateur, alors qu'en fait il est acteur, c'est-à-dire sa parole performe quelque chose, par exemple un geste de racisme, mais il y a une autre forme de marginalisation qui est celle de la société dans son ensemble, qui considère que ce n'est pas si grave.
que ce sont simplement des tensions que toute société démocratique doit accepter, etc. etc. Alors qu'encore une fois, on parle de renoncement à quelque chose de fondamental, c'est-à-dire des droits humains. Voilà. Ok, on va tenter de vous répondre. Ouais, je commence et puis ok. Donc peut-être pour regrouper deux parties de ce qui a été dit, de la part de Chantal et de Christian. Donc Chantal par rapport à la question de comment est-ce que des personnes ordinaires finalement finissent par être construits comme des menaces. Est-ce que tout le monde m'entend? Ok, d'accord. Et en lien avec vos derniers commentaires sur l'intériorisation sociale, je dirais peut-être pour commencer que pour comprendre cette question de comment et de comment est-ce que comment comprendre ces processus de construction de l'autre comme une menace. Je pense que il y a différentes dimensions à prendre en compte, notamment internationale versus nationale et locale. La dimension internationale, c'est pas quelque chose qui fait l'objet de cet ouvrage, mais je pense qu'il faut garder en tête que malgré les réalités nationales et locales particulières, nos sociétés sont intégrées dans un ensemble qui est beaucoup plus large, et donc la rhétorique globale qui construit l'autre comme une menace, comme un problème à la sécurité, comme un problème à la stabilité et à l'ordre public, c'est quelque chose qui résonne et qui est récupéré au sein des États, et c'est une rhétorique internationale qui est aussi le fruit d'une géopolitique qui permet des rapports économiques et politiques néocoloniaux et paternalistes. Mais je vais pas m'étendre là-dessus, c'est pas le centre. L'autre dimension, c'est la dimension nationale et locale, et donc il y a différents processus qui sont mis en place là. Dans le discours et les représentations sociales, on voit une construction binaire et dichotomique prendre forme. Il y a d'un côté nous, ceux qui font partie de la communauté politique, versus les autres qu'il faut exclure, qui deviennent les boucs émissaires des maux de la société dans laquelle on vit. Et donc en parallèle à cette dichotomie, on voit apparaître la mise en valeur d'actes d'exception, une certaine héroïsation de la figure de l'autre, qui mériterait, lui, par contre, de faire partie de cette communauté. Et je prends l'exemple que vous connaissez peut-être de Mamadou Gassama, un immigrant de 22 ans, vivant en France, d'origine malienne et de confession musulmane, qui en mai 2018 a sauvé la vie d'un enfant suspendu dans les airs au 5e étage d'un immeuble à Paris. Et il va dans les jours suivants être reçu par le président français, et il va recevoir une promesse de naturalisation. Même si on est très heureuse pour lui. Ce qui est problématique dans cet exemple, c'est que ça envoie le message que la citoyenneté, elle est testable, et qu'elle peut être gagnée que par ceux et celles qui sont les plus méritants. Et donc, ça permet de détourner l'attention du fait qu'un grand nombre de personnes sans papier, immigrantes, réfugiées, chacune des héros et des héroïnes, si l'on veut, à leur niveau, continuent à subir quotidiennement un traitement répressif, si on pense notamment à la loi française asile et immigration. Et donc, il ne faudrait pas attendre qu'un migrant escalade à main nue les étages d'un immeuble pour être traité avec dignité. Oui, juste pour peut-être continuer. Non, là ça marche plus. Je sais pas. Tiens. Ouais.
Ouais, juste pour un petit rajout par rapport à ça, même si ton exemple il a été... Ah oui, c'est peut-être ça. C'est que même si, pour prendre un autre exemple par rapport à ce que tu as mentionné, même si il peut y avoir des exemples où justement quelqu'un symbolise devient le symbole d'une intégration réussie, c'est que même là, il n'y a pas de garantie qu'il le reste. Si on prend un autre exemple, il y a l'exemple de Mesut Özil qui a grandi en Allemagne mais qui a des origines turques, qui est un joueur de soccer allemand, qui a joué pour l'équipe allemande, qui s'est retiré justement cette année suite à une polémique qui a été enclenchée parce qu'il a pris une photo avec Erdogan. Il s'est retiré justement en disant que il recevait beaucoup d'agressions verbales racistes déjà. Il s'est retiré avec les paroles qui ont peut-être aussi été reprises ici au Québec. C'est qu'en disant il est allemand quand il gagne, il est immigrant quand il perd. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'être membre de la communauté politique, c'est rien qui est donné, donc ça peut être remis en question, donc ça induit de nouveau une différence par rapport aux autres citoyens allemands ou aux autres citoyens qui peut y avoir dans cette société. C'est que on est constamment rappelé à faire ses preuves et que, comme il disait, quand on commence à perdre, on commence finalement à ne plus être intégré, à ne plus faire partie, à ne plus être repris comme symbole de cette intégration réussie. Donc il est réexclu et renvoyé à ses origines. Donc ça comme... Oui. Et donc comme deuxième point, parallèlement à cette figure héroïsée de l'autre, il y a cette conception qui vise à opposer les actes de contestation ou de protestation à une certaine intégration réussie. Si on prend l'exemple, ça fait beaucoup d'exemples, mais je pense que c'est important. Si on prend l'exemple des actes protestataires contre les violences policières à l'égard des populations noires aux États-Unis, les joueurs de football américains avaient décidé de poser un genou à terre lors du passage de l'hymne national américain, et cela a amené un nombre inconsidérable de sorties politiques au lendemain de ces gestes, accusant ces joueurs de ne pas être suffisamment reconnaissants envers leur nation. Et c'est très intéressant car ça renvoie au fait que de façon continue, les groupes minorisés et pas minoritaires devront constamment être redevables à la majorité de la société, et en cela ce sont des représentations et des discours qui reproduisent des logiques d'exclusion. C'est d'ailleurs une logique qui est largement utilisée ailleurs. On peut penser à tout le répertoire mobilisé autour de l'amour de la nation ou de la patrie dont manqueraient de faire preuve supposément les populations issues de l'immigration. Ainsi donc, protester et contester des pratiques, des mesures étatiques, lorsqu'elles sont portées par des groupes minorisés, ne sont pas vues comme des preuves d'intégration, mais au contraire comme des manquements graves à celles-ci. Et juste pour préciser, si on vous rappelle tout ça, les éléments un peu qu'on trouve importants dans l'ouvrage, c'est parce qu'on considère qu'il y a deux types de construction un peu qui s'opèrent dans cette première entre nous et l'autre, qui est important pour comprendre par la suite comment c'est difficile justement de déconstruire ces catégorisations-là et comment justement on peut essayer d'y répondre. Donc on rajoute un deuxième grand point par rapport à ça qu'on aimerait bien vous rappeler, qu'on développe un peu dans l'introduction de notre ouvrage, c'est que à cette construction générale de nous versus les autres, on peut aussi identifier un processus plus au niveau sociétal, un processus de construction d'une rhétorique de l'échec du multiculturalisme.
Donc, c'est l'échec du multiculturalisme, de l'intégration de la diversité, du pluralisme qui devient de plus en plus récurrent et qui peut souvent, quand on regarde un peu ce qui se passe dans différentes sociétés, se déployer en gros en deux étapes qui sont quand même liées. Donc, d'abord, il y a un constat qui a un échec. Donc ça se traduit par tout un discours de l'échec autour du multiculturalisme, par exemple de Merkel et de Cameron en Europe en 2010, il me semble. Et donc il y a identification d'un problème, ou il y a même la création d'un problème. Il y en a pas, ce qu'on voit actuellement au Québec avec l'exemple de la CAQ et les débats qui revient sur la laïcité. Et d'autre part, il y a comme on a échoué, il faut maintenant... on considère qu'il faut maintenant changer de politique et essayer de nous protéger, essayer de retourner vers une sauvegarde des valeurs communes, vers une redéfinition de l'identité qui prend de l'espace à la diversité. Donc on peut énumérer beaucoup d'exemples. On peut penser à la Charte des valeurs communes au Québec, évidemment. On peut penser à l'éternel débat de la double citoyenneté en Allemagne qui revient à chaque fois qu'on reconsidère que l'intégration est un échec. On peut penser au débat sur la déchéance de la nationalité en France. Donc bref, il y a une tendance qui est un peu omniprésente et qu'on rappelle parce qu'on pense que c'est important de la comprendre justement, de passer d'un modèle de gestion d'un pluralisme dit multiculturaliste à un intégrationnisme civique. Donc on adopte des politiques souvent plus restrictives qui rétrécissent la place de la diversité. Il y a Janie et Myriam, de nos auteurs, qui parlent des politiques des valeurs communes en France, et Matteo Gianni qui parle des politiques de sécurisation en Suisse, pour illustrer cela. Donc il s'agit de politiques qui ont, on l'a entendu plusieurs fois, qui ont un fort risque d'exclure et qui excluent de fait une partie de la population. Et il faut comprendre que c'est en lien et sur la base du fait qu'on a identifié un problème ou un échec avant, car sans ce problème-là, les politiques ne seraient pas justifiées. Donc on peut relever beaucoup de moments où ça devient particulièrement, ce processus ça devient particulièrement fortement. Donc on peut penser évidemment à tout le contexte, on ne va pas dans les détails, mais à tout le contexte de la mondialisation, et ça rejoint un peu ce qui a été dit sur les droits sociaux et sur la question économique, parce que Hans-Peter Kruse par exemple, il a identifié un clivage entre intégration et démarcation, entre gagnants et perdants de la mondialisation. Par contre, ce qu'il dit aussi, c'est un contexte dans lequel les conflits économiques, même si ça peut être économique à la base, sont cadrés en termes culturels. Et c'est pour ça qu'on vous rappelle toutes ces constructions de nous envers les autres, parce qu'on pense que c'est une clé quand même pour comprendre ce qui se passe dans beaucoup de nos sociétés occidentales. Après, évidemment, il y a tout le contexte du terrorisme international. On peut penser aussi, pour faire vite, à toutes sortes d'événements qui sont vécus comme une menace contre la communauté politique, contre l'identité. Et on peut aussi penser à toutes sortes d'incidents, des événements quotidiens. David Coulson parle des micro-événements locaux qui, par exemple, à travers la présence de symboles religieux qui sont associés à une certaine minorité, ils peuvent tout de suite activer de fausses angoisses et influer les discours sur les espaces publics et les représentations sociales autour des différentes formes de la diversité. Donc tout ça explique un tout petit peu, on cherche à expliquer pourquoi, donc à partir du moment où on a construit certains groupes comme un problème et qu'on a établi la nécessité justement de réagir à ce problème-là, il y a toujours un potentiel d'instrumentalisation là-dedans qu'on voit un peu partout dans nos sociétés occidentales, instrumentalisation à des fins politiques diverses. Et on peut par exemple voir avec Janie Pelabé et Myriam Hashime-Eloy que le langage des valeurs communes, c'est un langage qui est suffisamment flou pour qu'il parle à tout le monde. Donc chacun peut un peu l'interpréter aussi sa manière. Donc il contient, donc il est assez difficile en fait de mettre de côté. Et après on voit aussi que et ça touche à la question
comment vous l'avez appelé, l'intériorisation sociale de ces débats, c'est qu'on voit que les registres politiques, juridiques et sociaux se conditionnent mutuellement. C'est Matteo Gianni aussi qui en parle beaucoup, et certains autres auteurs aussi par rapport à leurs débats. C'est qu'il s'agit très souvent de représentations sociales qui sont mobilisées, qui sont relativement tenaces, parce qu'ils se situent dans une historicité longue et stable, qui sont réactualisées dans les débats publics, et justement parce qu'ils sont ancrés socialement, ils vont être réactualisés à chaque fois et sont encore plus socialement. Donc c'est des enjeux très porteurs évidemment sur le plan électoral, comme on le voit avec les partis populistes qui réussissent très souvent à se présenter comme comme les seuls qui sont proches du peuple, qui luttent contre, qui prennent au sérieux les 10 soucis du dit vrai peuple, et qui adaptent, en gros, un discours d'anti-establishment à partir de là. Tu veux que j'enchaîne ? Oui. Okay. Pour reprendre aussi ce que Chantal disait sur la volonté de préserver l'ordre politique et de préserver les privilèges, il y a également, au-delà de cette peur dont Daniela parlait, qui est prise en compte par certains partis populistes, il y a aussi cette peur pour les citoyens de perdre les privilèges obtenus jusque-là, c'est-à-dire perdre les acquis socio-économiques, de perdre les acquis politiques et toutes sortes d'autres acquis. Et donc, au-delà des partis populistes, parce que ce ne sont évidemment pas les seuls, c'est une inquiétude qui semble gagner un ensemble de groupes très divers au sein de nos sociétés. Pour prendre un exemple québécois, comment est-ce qu'on peut comprendre ce qui s'est passé il y a quelques jours, il y a 2 jours en fait, à l'Assemblée générale de la FFQ, de la Fédération des femmes du Québec, où les membres ont dû reporter une décision concernant le fait de, je cite, soutenir les femmes musulmanes portant ou non un voile dans leur choix de carrière, quelle que soit la sphère d'activité. Donc non seulement ça montre que nous ne parvenons toujours pas à concevoir l'oppression de genre comme imbriquée dans d'autres rapports de pouvoir tels que la race, la classe socio-économique, la religion ou autre, mais surtout que dans les luttes féministes, cela montre comment certaines perspectives libérales blanches ne veulent pas se défaire de leur statut privilégié. Un autre point important, je pense, pour conclure, à moins que tu veuilles ajouter quelque chose en tout cas, voilà, mais c'est que le problème, et voire même peut-être l'erreur, de croire que des politiques et des mesures d'exclusion et de répression à l'encontre des groupes minorisés vont non seulement régler les choses, mais surtout plus grave, croire qu'en plus cela ne va pas finir par nous affecter, l'ensemble de la société. Et pour ça, un journaliste de Mediapart avait écrit au lendemain de la sortie des arrêtés municipaux contre le port du burkini sur les plages françaises, je le cite, « La liberté ne se divise pas, et elle est donc aussi celle de ceux dont nous ne partageons pas les idées ou les préjugés. Quand une liberté commence à tomber, sous un prétexte idéologique, qui en l'espèce est sécuritaire, il est non seulement difficile de la reconquérir, mais surtout, elle en vient à être perdue pour tous, et pas seulement pour ceux que sa restriction semble viser. » Tout dernier point, et je lâche le micro, je pense qu'il faut arrêter d'être frileux à utiliser les termes de racisme, d'islamophobie, de sexisme, parce que ça permet à certains de se défiler de la discussion publique sous prétexte de termes trop forts ou trop exagérés. Il faut, pour rappel, François Legault s'était permis de dire au lendemain des attentats de Québec qu'il n'y avait pas d'islamophobie au Québec. Donc il va falloir être prêt à nommer le racisme, reconnaître qu'un système produit des inégalités et des oppressions multiples à plusieurs niveaux, et qu'il construit des oppressés et des privilégiés. Et donc il va falloir essayer de déconstruire ça. Voilà, merci beaucoup de votre attention.
Alors c'est moi qui vais animer